Prologue. L'an dernier, j'étais Martin Lemeunier, 14 ans, en 3e, fils de Pierre, chirurgien, et de Nadège, directrice d'une agence de publicité. Frère de Brice, 19 ans, en seconde année d'une école de cinéma. J'étais un adolescent normal. J'avais des copains, un ami, une grande chambre dans une grande maison. J'étais bon au collège, je jouais au tennis, j'allais au cinéma, à la montagne en février et à la mer en août. 1 an plus tard, tout est changé. À 15 ans, je refais ma 3e, je n'ai plus d'amis, j'ai pris 12 kilos et je dors mal la nuit. Pourtant, le psychologue me dit que je vais mieux. Je n'oublierai jamais comment tout a commencé. Chapitre 1. C'était comme dans un film. On mangeait des lasagnes. On sonne, et tout le monde se regarde, style « Qui peut bien venir à cette heure-là ?» Mon père va ouvrir, on entend des voix, et il revient avec 4 policiers. Papa avait un papier à la main, il l'a donné à maman. Elle l'a lu, puis elle a demandé aux flics si c'était pour rire. « Non, madame », a répondu le plus vieux des 3. Papa a dit « J'appelle André ». André, c'est l'avocat de papa et maman, un ami de la famille. Le vieux flic a regardé mon frère et lui a demandé s'il s'appelait Brice Lemeunier, et quand mon frère a répondu oui, le flic a dit qu'il devait les suivre. Maman a commencé à pleurer. Papa a eu notre avocat au téléphone. André a voulu parler au policier. Moi, je sentais qu'une catastrophe nous tombait dessus. J'ai entendu le vieux policier expliquer à André au téléphone. On pense qu'il a tué 5 personnes. Brice m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait de la peur. Une peur terrible. Papa a reparlé avec André, puis il est parti avec Brice et 2 policiers. Leurs 2 collègues sont restés. Maman pleurait très fort et moi, j'étais en état de choc. Chapitre 2. Les policiers ont pris des photos de la chambre de Brice et mis des choses et des vêtements dans des sacs en plastique. Quand ils sont partis vers 22h30, plusieurs voisins étaient devant la maison. On habitait à 25 km à l'ouest de Paris, le domaine de Sans Souci, un parc avec de grandes maisons, pleines de familles de médecins, d'architectes, d'avocats, entourées d'un grand mur. Alors une voiture de police au 16 du domaine de Sans Souci, ça dérangeait. Maman était hystérique. Elle a pris un calmant et un verre de whisky. Le téléphone a sonné. C'était Mathilde Beaupré, la voisine du 19, qui venait au renseignement. Je lui ai demandé de rappeler le lendemain. 2 minutes plus tard, Maude Delattre, la voisine du 15, voulait aussi savoir ce qui arrivait. Alors j'ai décroché le téléphone. Papa a téléphoné sur le portable vers minuit pour dire que les choses étaient compliquées et qu'il restait avec Brice et André. Maman est allée au lit. Tout seul dans la maison, j'ai essayé de faire un résumé. Mon frère Brice était soupçonné d'avoir tué 5 personnes et la police l'avait emmené. Je n'avais qu'une seule pensée. Brice ne pouvait pas avoir fait ça. C'est mon frère et je le connais mieux que personne. Et en plus, c'est mon meilleur ami. Non, il ne pouvait pas être coupable. Chapitre 3. Le lendemain était un mercredi et je n'avais pas cours. Heureusement car j'étais super fatiguée. Au rez-de-chaussée, maman était au téléphone avec papa. Elle pleurait encore. Les nouvelles ne semblaient pas bonnes. Alors je n'ai rien demandé. Un peu plus tard, papa est revenu avec le vieux flic. Il s'appelait Départ. Il était commissaire. Il est venu vers moi. « Je voudrais te parler, Martin. » J'ai regardé mon père. « Suis le commissaire, » m'a dit papa. Il semblait très fatigué. J'ai compris qu'il avait eu une très mauvaise nuit. Dans ma chambre, le commissaire Départ s'est assis sur mon lit. « J'ai quelques questions, Martin. Vous allez garder mon frère longtemps ? Je n'en sais rien. Nous faisons une enquête. Je dois te poser des questions, d'accord ? D'accord. Bien. Connais-tu Marie Delcroix ? Oui, c'était la première petite amie de Brice. Il avait 16 ans. Et elle l'aimait ? Non, elle n'était pas sympa. Brice lui a dit qu'il l'aimait, il lui a envoyé une lettre et elle l'a lue à toute la classe. Et comment a réagi ton frère ? Mal. Il a revu cette fille ? Non, elle a changé de lycée et puis Brice a une autre petite amie. Juliette Binicourt ? Oui, ils sont sortis ensemble pendant 1 an. Brice était très amoureux. Il pensait faire tourner Juliette dans ses films plus tard. Et Juliette est partie avec un autre. Mark Stanwyck. Pourquoi vous me questionnez si vous connaissez les réponses ? C'est pour être sûr. Est-ce que ça peut aider Brice ? Il m'a répondu un peu triste. Tu sais, Martin, ton frère a des problèmes, de gros problèmes.
Alors si tes réponses peuvent l'aider, c'est bien. Pour le moment, je ne sais pas. On continue ? Oui. Donc, Mark Stanwyck a pris la petite amie de ton frère. Oui, Mark habitait la maison d'à côté. Ton frère s'est disputé avec lui et l'a frappé ? Une fois, ou deux peut-être, c'est possible, mais ce n'était pas sérieux. Le commissaire a regardé ses notes. Il lui a dit « Un jour je vais te tuer ». Je sais pas, c'est des mots qu'on dit quand on est très irrité, c'est tout. Tu crois ? Bon. Est-ce que tu peux me parler d'un professeur, Christian Lamoureux ? Ah, le prof de maths, un con, je l'ai eu l'an dernier. Et ton frère l'a eu aussi ? 2 ans de suite, un fou. Tous les profs vous diront que Brice était un élève facile, bon et travailleur. Eh bien, ce type a fait renvoyer Brice 2 fois pour 3 jours. Pourquoi ? Pour insulte, je crois. Brice est un peu irritable ? Ça oui, il aime pas trop qu'on l'irrite. Et l'amoureux, c'est ce qu'il faisait, il irritait les élèves. La porte de ma chambre était ouverte, et j'ai entendu André qui arrivait et disait quelques mots. Je ne sais pas. Des preuves terribles. Non, il y a même une vidéo. Départ a fermé la porte. Martin, est-ce que le nom de Boris Waniolski te dit quelque chose ? Bien sûr, c'est un producteur de films fantastiques, des séries Z, surtout en DVD. Il était l'idole de Brice. Était ? Oui, Brice ne parle plus de lui. Il lui a envoyé son premier petit film, et Waniolski n'a pas aimé du tout. Ça parlait de quoi ? Oh, les 5 minutes de la vie d'une jeune femme séquestrée par un serial killer. Tu as une copie du film ? Oui, sur mon PC. Alors on regarde. On a regardé le film. Il était très bon parce qu'avec peu d'action, il faisait vraiment peur. Par contre, je comprenais maintenant les critiques de Waniolski. Le film ressemblait beaucoup trop à Projet Blair Witch, un court-métrage d'un autre réalisateur. « Dis donc, c'est hard !» a dit le commissaire à la fin. « Il aime ce genre de film, ton frère ?»« Oui. Pourquoi, c'est interdit ?» j'ai répondu, irritée. « Non. Il aime aussi les jeux vidéo, les jeux de rôle et il passe des heures sur Internet. Vous n'allez pas me dire que ces jeux influencent les jeunes. C'est toi qui le dis. » Là, j'ai compris que j'avais trop parlé. Chapitre 4. C'était bizarre de retourner au collège le jeudi. Comment s'intéresser aux copains, aux cours de français et aux maths quand on a son frère en prison ? Comment continuer à vivre normalement quand Brice était accusé d'avoir tué 5 personnes ? Brice, mon grand frère, mon ami. Je suis rentrée pour déjeuner à la maison et j'ai craqué. Il n'y avait que Sophie, la femme de ménage. Nous avons pleuré ensemble. Elle m'a dit « Ta mère m'a raconté, mais je suis sûre qu'il y a une explication. Brice va bientôt revenir à la maison. » Je ne suis pas retournée au collège ce jour-là. Je ne pouvais pas. Mais ce qui me faisait le plus peur à la maison, c'était la tête de mes parents. Leurs yeux étaient si tristes. C'était comme s'ils n'espéraient plus, tandis que moi, même choquée, je gardais espoir. Ce soir-là, j'ai parlé avec mon père dans la cuisine. « Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe vraiment ?» Papa m'a regardée. « Martin, bien sûr, mon chéri, pardon. » Je me suis mis à pleurer dans ses bras. « Écoute, Brice est accusé de 5 meurtres. Ça, je sais. Le problème est que la police a des preuves très sérieuses contre lui. Même André ne comprend pas. Mais enfin, c'est pas possible. Et Brice, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'est pas coupable, qu'il est innocent. Et tu le crois ? Oui. Papa, tu le crois ? C'est mon fils, putain, il n'a pas pu faire ça. Mais quoi ? Brice connaissait toutes les victimes. C'est qui ces victimes à la fin ? Marie Delcroix, Mark Stanwyck, Boris Waniolski, Christian Lamoureux et Juliette Binicourt. Voilà, c'était la catastrophe. Chapitre 5. J'étais très malheureux et je ne pouvais rien faire. Cela me rendait fou. Je repensais à la liste des victimes. Oui, Brice les connaissait. Oui, il avait eu des problèmes avec chacune d'elles. Mais comment est-ce que la police pouvait penser que mon frère était le coupable ? Quand je posais des questions à papa ou maman, ils me disaient qu'ils ne savaient rien de plus. Mais je ne les croyais pas. Alors, le vendredi après-midi, j'ai demandé à parler avec Brice et maman m'a conduit à la prison. J'ai eu envie de pleurer quand je l'ai vu si fatigué. Mais je ne voulais pas craquer devant lui et je lui ai souri. « Salut Tintin !» Martin, Tintin. Il aimait toujours m'appeler comme ça. « Comment allez-vous, mon cher Locombo ?» Moi, je lui donnais le nom d'un inspecteur de fiction. «
Vous croyez que c'est le moment de faire les idiots, nous a dit maman d'une voix sèche. Maman, s'il te plaît, je voudrais être seule avec Martin. Maman s'est levée et a frappé à la porte. Un gardien lui a ouvert et est allé sortir. Écoute, il faut que tu m'aides, a dit Brice. Quoi? Je ne sais rien de ce qui se passe. Mais moi non plus, je sais rien. Martin, toi, tu me crois si je te dis que je n'ai tué personne? Oui, absolument. Eh bien, papa et maman ne me croient pas. Je le vois dans leurs yeux. Mais je n'ai tué personne. J'ai peur, Martin. Moi aussi. Je dis la vérité aux flics, mais tout est contre moi. Mais pourquoi les flics te soupçonnent, toi? Tu ne sais pas? Mais non, on ne me dit rien. Sur chaque victime, il y avait notre adresse gravée sur la peau avec un couteau. J'ai ouvert la bouche, mais je ne pouvais plus parler. Ensuite, ça dit Brice, c'était facile pour les flics de comparer le passé des victimes au mien. Marie, ma première petite amie, l'amoureux, mon prof de maths, Marc, qui m'a piqué ma seconde petite amie, et Vagnolski. Et Juliette. Sauf qu'elle, on n'a pas encore retrouvé son corps. Elle vivait avec Marc, à Paris. J'ai attendu un instant. Mais pourquoi ils sont tous morts? J'ai demandé. Je n'en sais rien, putain, c'est du délire. Il y a un malade quelque part qui s'amuse à tuer des gens que j'ai connus. Ou alors je suis un monstre. C'est ce que pensent les flics. T'es le coupable idéal. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Si tu me crois innocent, ça m'aide. On s'est regardé sans mots et j'ai dit. Je vais te sortir de là. C'était débile, je sais, mais je voulais vraiment le sortir de là. On a entendu la clé dans la serrure. C'est l'heure, a dit le gardien. Chapitre 6. Le soir même, je suis allée dans le bureau de papa et j'ai trouvé la carte du commissaire Départ. Je l'ai appelé. Départ, j'écoute? Bonsoir, c'est Martin le meunier. Martin, je pensais à toi. J'ai encore quelques questions à te poser, a dit le policier. Si vous voulez. Bien. On vient demain chez toi. Pour l'enquête. Alors on parlera un peu, d'accord? D'accord. Mais pourquoi tu m'appelais? Pour parler un peu? C'est urgent? Non. Alors à demain. Et n'hésite pas à me téléphoner quand tu veux. Pourquoi est-ce que j'avais appelé ce flic? Peut-être pour lui dire à nouveau que Brice ne pouvait pas être coupable. Ou alors, j'avais simplement envie de parler avec lui. Voilà. Le lendemain, à 8h, ils sont arrivés. Au moins 10 policiers, 2 chiens, une petite pelleteuse à moteur et le commissaire. Papa fumait cigarette sur cigarette. Maman était dans le canapé du salon. Après avoir parlé avec mon père, Départ est venu vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» j'ai demandé. « L'enquête, Martin. On cherche. » « Viens, allons parler dans ta chambre. » Comme la première fois, le commissaire s'est assis sur mon lit. « Comment tu vas, toi? Ça vous intéresse vraiment? » « Oui. Tu sais, j'ai vu dans ma carrière beaucoup de familles dans le même cas. C'est dur. Ce n'est pas la même chose. Brice est innocent. » « Je crois que non, Martin. Sur chaque lieu du crime, on a trouvé des indices du passage de ton frère. Un cheveu, des marques de chaussures. Et dans la chambre de ton frère, il y avait des choses appartenant à 2 des victimes. Ces nouvelles m'ont fait un choc. Je comprenais mieux l'état de mes parents. Mais je connaissais Brice et je croyais à sa théorie. C'est pas possible, j'ai dit, sûre de moi. Je sais que c'est ton frère, mais dans beaucoup de cas de meurtre en série, le tueur avait une double vie. Donc pour vous, Brice est un tueur en série. L'enquête commence seulement. Mais il y a un problème. Les tueurs en série ne connaissent jamais leurs victimes. Ils tuent parce qu'ils ont envie de tuer, pas pour venger. Départ a souri et a dit. C'est vrai dans la plupart des cas. Mais ils aiment aussi jouer avec le danger et signent leurs crimes. Je sais, oui. Mais dis-moi, tu sembles bien renseigné sur le sujet. Je vais au cinéma. Et Brice aussi. J'ai regardé le disque dur de son PC, il visitait beaucoup de sites qui parlaient de ça. Brice veut réaliser des films plus tard. Il adore le cinéma fantastique, les films d'action, les thrillers, la science-fiction. C'est pas ça qui va en faire un tueur, quand même. Il est impliqué aussi dans une véritable affaire criminelle. Tu peux me parler de Bruce Maddox? C'est le surnom de Brice dans un jeu de rôle. Un jeu sur Internet? Oui, ça s'appelle Mulder Request. Chaque joueur est soit un tueur, soit un policier, mais ce n'est qu'un jeu. À ce moment-là, on a frappé. Un policier a ouvert la porte et a dit « Commissaire, on l'a trouvé. » Départ s'est levé et m'a dit « Reste ici, petit, c'est pas joli à voir. » Paralysée, j'avais compris. On venait de trouver Juliette Binicourt. Chapitre 7. Je devais continuer à croire que Brice était innocent. C'était ça ou accepter que mon frère était un monstre. Vers midi,
On a frappé à la porte de ma chambre et mon père est entré. Il m'a pris dans ses bras sans un mot et il s'est mis à pleurer. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. Pour la première fois de ma vie, je savais ce qu'était le malheur. On est resté comme ça 5 bonnes minutes, puis le téléphone a sonné dans le salon. Nous sommes descendus. Papa a décroché et 30 secondes après, il a crié « Ça vous amuse, connard !» Et il a raccroché. C'était qui ? Un con. Je monte voir ta mère. Le téléphone s'est remis à sonner. Quand j'ai décroché, une voix a dit « Assassin, famille d'assassins !» J'étais choquée. 10 minutes plus tard, le téléphone a encore sonné. « Alors, ça fait quoi d'avoir un frère en prison ?» a dit un homme. « Qui êtes-vous ?»« Un ami. » Et il a raccroché. Qui nous téléphonait ? Des voisins ? Papa est redescendu. Il m'a dit que maman ne voulait pas manger et qu'il appelait le médecin. J'ai préparé un déjeuner pour mon père et moi avec les restes du frigo. On a mangé en silence, puis j'ai demandé « Qu'est-ce qu'on va faire ?»« J'en sais rien, Martin. Il va y avoir le procès, puis la prison, je ne sais pas. » Et il s'est remis à pleurer. « Martin, pourquoi est-ce que Brice a fait cela ?» Et il est monté voir maman. J'étais glacée et profondément choquée. Comment pouvait-il croire que Brice était coupable ? J'ai passé ensuite le plus long week-end de ma vie. Chapitre 8. Le lundi suivant, au collège, ça a été l'horreur. Tout le monde me regardait comme si j'avais du sang sur moi, se moquait de moi ou m'injuriait. Il faut dire que les journaux avaient beaucoup parlé de l'affaire avec la photo de Brice en première page. 5 morts, un accusé de moins de 20 ans, fan de cinéma et de jeux violents. Seule ma prof d'anglais et quelques copains de ma classe m'ont demandé comment j'allais et m'ont souhaité bon courage. Je suis sortie du cours avec la haine. À la maison, André était au salon avec papa et maman. Je leur ai raconté ma journée et André a dit qu'il valait mieux que je reste chez moi pendant quelque temps. Je suis montée dans ma chambre, mais j'ai laissé la porte ouverte pour entendre ce qu'il disait. « Ça se présente très mal », expliquait André. « Brice a 19 ans et va prendre la peine maximale. Il faut plaider coupable. » Ça m'a rendu malade d'entendre ça. J'ai aussitôt descendu l'escalier. « Alors ça y est, pour vous c'est fait !» j'ai crié. « Brice est coupable, Brice a tué 5 personnes !» Mon père et ma mère m'ont regardé stupéfaits. André a parlé le premier. « Martin, il n'a aucune chance. Mais Brice n'a pas pu faire ça, c'est du délire !»« Martin, calme-toi !» a dit papa. « Non, je ne me calme pas. Merde à la fin, Brice est mon frère, je le connais. »« Écoute, Martin, a dit papa. Nous sommes aussi choqués que toi, mais vous pensez qu'il l'a fait. Eh bien, pas moi, et je le prouverai. » Papa et André se sont regardés, et papa a fait un petit signe. « Martin, a dit André, je vais te montrer une vidéo. C'est une copie de l'une des pièces d'instruction. Normalement, je n'ai pas le droit d'en avoir une, mais je me suis débrouillé. » Il s'est levé, a sorti une cassette de sa mallette et a allumé la télé. C'est la bande d'une caméra de surveillance. Une image grisâtre a montré un immeuble la nuit. C'est l'immeuble de Monsieur Lamoureux, l'ancien prof de maths de Brice. Il habite près d'une banque. C'est pour ça qu'il y a une caméra de surveillance. Stupéfait, j'ai vu une personne entrer dans l'immeuble. Une personne qui avait la même taille, les mêmes vêtements, la même casquette de baseball. Et cette personne marchait comme Brice. On ne voyait pas son visage. Tu vois la date du film, Martin ? Le lendemain, Monsieur Lamoureux a été trouvé mort dans sa salle de bain. J'ai décidé cette nuit-là de commencer ma propre enquête. On venait de me montrer Brice dans l'immeuble de Monsieur Lamoureux. Mais je ne pouvais pas le croire et je devais absolument trouver l'explication. Chapitre 9. Le lendemain matin, j'ai trouvé cette idée complètement folle. Comment est-ce que je pouvais, à 14 ans, prouver que Brice était innocent ? J'ai passé la matinée à réfléchir. Le problème était qu'en vérité, je savais peu de choses. J'avais le nom des victimes, mais à part Monsieur Lamoureux, je ne savais pas quand ni comment elles avaient été tuées. Je ne voulais pas poser de questions à André, car mes parents ne devaient pas connaître mon projet. Et je ne pouvais pas appeler départ. Après le déjeuner, je suis sortie faire un tour de vélo. Il y avait 2 voitures de presse devant le domaine, un van de TF1 et une moto. Les journalistes semblaient s'ennuyer et ça m'a donné une idée. Discrètement, je me suis arrêtée une 50aine de mètres plus loin et je suis revenue à pied vers la moto. « Excusez-moi, » j'ai dit au motard qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. « Vous êtes de quel journal ?»« De toutes les nouvelles. Pourquoi ?»« Je m'appelle Martin Lemeunier, je suis le frère de l'accusé. » Il a pris son appareil photo. « Non, non, vous allez faire venir vos collègues. Je veux vous proposer un marché. »« Un marché ?»«
Une interview exclusive contre des renseignements. Quels renseignements ? Tout ce que vous pourrez trouver sur les victimes. Ici, demain, à la même heure. Et je suis repartie. À la maison, c'était la Grande Dépression. Mes parents ne parlaient plus du tout. Moi, je pensais à Brice, seul, accusé de ses 5 meurtres. C'était pour le sortir de là que je voulais l'aider. Maintenant, j'étais passée à l'action. Le lendemain, le journaliste de toutes les nouvelles était au rendez-vous. Il tenait un dossier à la main. Voilà ce que j'ai pu trouver. Il y avait une dizaine de photocopies avec des noms, des dates et des listes. « Merci », je lui ai dit. « Alors, on l'a fait cette interview ?»« Quelle interview ?» Et je suis rentrée dans le domaine. La veille, toutes les nouvelles avaient appelé mon frère le monstre du domaine de Sans Souci. Je n'avais aucune envie de lui donner une interview. Le journaliste avait fait du bon travail. J'ai commencé à lire son dossier. Chapitre 10. Vers 18h le même jour, j'ai allumé mon ordinateur pour comparer l'emploi du temps de Brice avec les dates des meurtres. Les policiers avaient pris son disque dur, mais Brice et moi, nous avions une clé USB avec toutes nos données. On avait tué Marie Delcroix le 2 mars dernier à Saint-Cloud vers 23h, justement un soir où Brice était rentré tard de Paris. Mark Stanwyck était mort à Paris 3 semaines plus tard, à une heure où Brice était en principe à son école de cinéma. Monsieur Lamoureux, lui aussi, était mort à Paris la nuit du 16 avril. Cette nuit-là, Brice n'avait pas dormi à la maison, mais c'est chez une copine, Alice, que nous ne connaissions pas. Mais le pire, c'était le cas de Boris Vagnolski. Il habitait la France depuis 2 ans, à Grenoble, et la date de sa mort correspondait exactement à celle d'un séjour de Brice dans cette ville chez notre grand-mère maternelle. Ça commençait à faire beaucoup de coïncidences. Mamie avait justement laissé un message sur le répondeur le matin même. J'ai donc appelé ma grand-mère. « Mamie, c'est Martin. »« Oh, mon chéri, j'ai laissé un message. »« Je sais, mais ici c'est l'horreur. Papa et maman ne vont pas bien du tout. Bien sûr, moi non plus ça ne va pas. Tu sais comme je vous aime, ton frère et toi. Je sais, mamie. Et justement, est-ce que tu te souviens quand Brice est venu quelques jours chez toi en février ? Bien sûr, pourquoi ? Le 18 février vers minuit, est-ce qu'il était avec toi ? J'ai déjà dit à la police que je ne m'en souviens pas. Ton frère est grand maintenant, il a ses clés, il va et vient. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Je peux te dire quelque chose, mamie ? Oui, bien sûr. Je suis sûre que Brice est innocent. Moi aussi. C'est mon petit-fils et je le connais bien. Il ne peut pas avoir fait ça, c'est une erreur. J'étais tout content d'entendre ça. Au moins, nous étions 2 à croire Brice. Écoute, mamie, il faut en parler à personne. Mais j'ai décidé de prouver que Brice est innocent. Ce n'est pas le rôle d'André ? Si, mais il croit que Brice est coupable. Alors, mon chéri, il faut tout essayer pour aider ton frère. Allez, je te laisse. Je t'embrasse, je t'aime et j'aime ton frère. Écris-lui, pour lui dire que tu sais qu'il est innocent, ça lui fera beaucoup de bien. Et on a raccroché. Je devais vérifier la date de la mort de Juliette. D'après les médecins, elle était morte il y a 3 mois. Et Juliette n'avait pas été tuée dans notre jardin, mais sur du parquet car on avait trouvé des indices sous ses ongles. C'est alors que j'ai eu une idée. On avait enterré Juliette dans notre jardin sous les rosiers. Puisque je pensais que Brice était innocent, c'était donc quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Et le nouveau massif de rosiers avait justement été planté il y a 3 mois. Par qui ? Par l'équipe de jardiniers qui entretient les jardins du domaine de Sans Souci. Cette fois, j'avais une piste. Chapitre 11. Je suis allée dans le bureau de papa et pendant une demi-heure, j'ai cherché sans succès dans les tiroirs. J'allais capituler quand j'ai vu sur les documents posés sur le bureau la dernière facture de jardin service. C'est alors que la porte s'est ouverte. J'avais la facture à la main quand mon père est entré. J'ai eu un choc. Mais il m'a simplement regardé et a demandé « Ça va, Martin ?»« Ouais. Et toi ?» Il ne m'a pas répondu et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a regardé le jardin. Depuis la découverte du corps de Juliette, mes parents ne disaient presque plus rien. 1 heure plus tard, je suis arrivée à vélo devant les bureaux de jardin service. Par la fenêtre, je pouvais voir la secrétaire à son bureau. Derrière elle, il y avait une petite armoire pleine de dossiers avec, certainement, les renseignements que je cherchais. Mais que faire ? Je ne pouvais pas entrer et lui demander la liste des jardiniers qui avaient travaillé à Sans Souci il y a 3 mois. Tout à coup, la secrétaire s'est levée et est sortie du bureau. C'était ma chance. Je suis entrée et j'ai regardé autour de moi. Je n'avais pas le temps de fouiller l'armoire.
J'ai vu derrière la porte des trousseaux de clés. J'en ai pris un et je suis vite sortie. La secrétaire est revenue à son bureau pendant que je montais sur mon vélo. Le soir, à 22h, j'avais très peur. J'avais décidé d'utiliser les clés pour entrer dans le bureau et trouver la liste des jardiniers qui avaient travaillé à Sans Souci il y a 3 mois. Mes parents ne m'ont pas vu partir. Il tombait une petite pluie fine et froide. Je suis arrivée devant le bureau, il n'y avait personne. Tout s'est passé très facilement. La 3e clé était la bonne. Je suis entrée. Il n'y a pas eu d'alarme. J'ai trouvé le dossier, la photocopieuse était encore allumée, j'ai photocopié la liste des jardiniers, j'ai raccroché le trousseau de clés et j'ai fermé la porte. Chapitre 12. Voilà. J'avais la liste des hommes qui avaient travaillé dans notre jardin 3 mois plus tôt et leurs fiches de renseignement. Et alors, ils étaient 4. Michel Galabert, Jean-Pierre Marinier, Loïc Lascan, Augusto Goncalves. Et après, j'avais leur lieu et date de naissance, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur numéro de sécurité sociale. J'avais tout, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais besoin d'aide. J'ai réfléchi un peu, puis j'ai scanné les fiches de renseignement des jardiniers et je les ai envoyées par email à mamie avec quelques explications. Mamie est très branchée. Elle regarde ses emails au moins 3 fois par jour. 1/4 d'heure plus tard, j'ai reçu sa réponse. Objet, enquête. De cyberdenise@easysurf.fr à martin1@planet.com.net. Bravo, tu es sur la bonne piste avec les jardiniers. Maintenant, la police doit faire une enquête sur chacun d'eux. Surtout sur Michel Galabert et Loïc Lascan, car ce sont des intérims. Téléphone à ce commissaire et écris-moi. À plus, mamie. Je n'avais pas du tout envie de mettre des parts au courant. Il risquait de me dire « Laisse tomber, Martin, on a déjà enquêté sur les jardiniers. » J'appelais mamie. « Martin ? Je voudrais contrôler quelque chose avant d'appeler la police. »« Oui. » « Il faut appeler les 2 jardiniers intérim et se faire passer pour un flic pour voir leur réaction. »« Tu peux le faire. »« Non, j'ai 14 ans. À ma voix, personne ne croira que je suis un flic. »« Tu ne pourrais pas le faire, toi ? » Bon, d'accord, je te rappelle ce soir. Elle m'a contacté à 22h30 sur mon portable. Bon, j'ai eu Galabert. À mon avis, ce n'est pas lui. Pourquoi ? Il travaille dans une autre jardinerie de la région à plein temps. Il se souvient très bien du domaine de Sans Souci. Il m'a parlé de ses collègues de l'époque. Il y avait un jeune d'une 20aine d'années qui ne connaissait pas bon en jardin, mais très travailleur. Alors, tu as parlé à ce jeune homme ? Loïc Lascan ? Non. Le numéro de téléphone est faux. C'est une vieille dame qui a répondu. Elle habite la même maison depuis 35 ans et ne connaît pas de Loïc Lascan. Merci mamie et bravo. Bon courage mon chéri. J'ai réfléchi. Loïc Lascan avait donné un faux numéro et une fausse adresse. Mais il habitait peut-être dans une rue voisine. J'ai donc pris l'annuaire. Il y avait 3 Lascan à Nanterre. Chapitre 13. Maurice Lascan devait avoir au moins 90 ans. Petit, fragile, il ne ressemblait pas à un tueur en série, mais je voulais lui parler quand même. « Monsieur Lascan, comment va Loïc, votre petit-fils ? » ?»« Vous avez dit mon fils ? Mais il est mort, mon fils !» Il m'a répondu très fort. Je savais pas. C'est arrivé quand ? Il y a 25 ans maintenant. Mais il ne s'appelait pas Loïc, il s'appelait Jean. Il m'a donné un petit-fils, Michel, et... Fausse piste. Christophe Lascan avait environ 25 ans. Il était grand, musclé. Il pouvait être un tueur en série. Je l'ai suivi discrètement pendant une 20aine de minutes et, surpris, je l'ai vu entrer dans un commissariat de police. 10 minutes plus tard, il est ressorti en uniforme. En théorie, il pouvait aussi être un tueur. Je me suis cachée derrière une voiture et j'ai appelé Loïc. Christophe Lascan n'a eu aucune réaction. J'ai appelé une 2e fois. Loïc! Toujours rien. Il me restait Nicole Lascan au 12 square Louis Aragon. C'était un HLM. Les vitres de la porte d'entrée étaient cassées et les murs pleins de graffitis. J'ai regardé les boîtes aux lettres. Aucune ne portait le nom de Lascan. Au même instant, une grosse femme a ouvert la porte de son appartement du rez-de-chaussée. « Excusez-moi, je cherche Nicole Lascan. »« Nicole ? Oh, il n'habite plus ici depuis un moment. »« Il ? Nicole et son fils, Loïc ? » ?»« Oui, pourquoi ? Vous lui ressemblez. Vous êtes de la famille ? » « Non, je suis un ami. Vous dites qu'il n'habite plus ici ? »
Non, Nicole est devenue de plus en plus malade. Elle faisait des crises terribles. Elle a perdu son travail au lycée. Et comme Loïc ne pouvait plus s'occuper d'elle, elle est entrée dans un hôpital psychiatrique. Le pauvre Loïc. Il était malade de voir sa mère là. Et c'est où cet Institut Jacques Duval, dans les Yvelines? Loïc Lascan existait bien. Il avait donné un faux numéro et une fausse adresse à Jardin-Service, et sa mère était dans un hôpital psychiatrique depuis 5 mois, c'est-à-dire quelques semaines avant le premier crime. J'étais sur la bonne voie. Cette histoire ressemblait à celle des films policiers. Chapitre 14. L'Institut Jacques Duval se trouvait à Maurepas dans les Yvelines. J'y suis allée le lendemain matin. Il y avait une dizaine de bâtiments. Je suis entrée dans le premier. Loïc? Je me suis retournée et j'ai vu une infirmière qui me regardait. « Oh pardon, je croyais que vous étiez Loïc, » a-t-elle dit. « Loïc Lascan, peut-être ? Oui. Vous êtes donc de la famille ? Non, un ami, mais on m'a souvent dit qu'on se ressemblait. Ça m'étonnait aussi de voir Loïc en semaine. D'habitude, il ne vient que le dimanche. Vous venez voir Nicole ? Oui, mais je ne sais pas dans quel bâtiment elle est. Le F, j'y vais justement, suivez-moi. » Nous sommes ressortis dans la cour. Je voulais apprendre plus de choses sur Nicole Lascan. C'est quand même terrible, sa maladie. La schizophrénie ? Ah bien oui, surtout que Nicole a aussi une paranoïa. Je n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. Alors vous allez la trouver changée. Loïc aussi, le pauvre. Ce qui est terrible, c'est qu'il se retrouve dans la même situation que sa mère 20 ans plus tôt. Comment ça ? La mère de Nicole avait les mêmes symptômes, et elle n'avait que sa fille pour l'aider. C'est souvent héréditaire. Nous sommes entrés dans le bâtiment F, et l'infirmière m'a dit que Nicole occupait la chambre 7. La porte de la chambre 7 était fermée. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. Alors je suis entrée sans faire de bruit, la peur au ventre. Une femme dormait dans le lit. Elle avait de longs cheveux blonds, presque blancs, un visage doux et pâle. Un rayon de soleil entré par la fenêtre est tombé sur le lit. Dans cette lumière, la femme semblait presque irréelle. J'avais du mal à respirer et je tremblais. J'allais repartir quand... Reste, mon chéri, je ne dors pas. Je me reposais quelques instants. Viens, approche. Chapitre 15. Mon premier réflexe a été de partir. Mais Nicole Lascan me fixait. Ses yeux étaient comme 2 gouttes d'eau d'un bleu très pâle. Sa voix était profonde, belle et grave. « C'est déjà dimanche ?» Elle croyait que j'étais Loïc, son fils. Je n'ai pas répondu. Avec tous les médicaments qu'il me donne, je ne sais plus quel jour nous sommes. Comment s'est passée ta semaine ? Tu ne me dis rien ? Ce n'est pas grave, mon chéri. Je suis contente de te voir. Le temps est si long ici. Approche, donne-moi ta main. J'étais paralysée. J'avais peur, mais j'aimais sa voix chaude. Madame Lascan m'a souri. Elle était vraiment très belle. Je m'en voulais d'être là, auprès de cette femme malade qui croyait que j'étais son fils. Je devais partir. Soudain, une main glacée a saisi mon bras. « Approche, je t'ai dit !» La voix de Nicole Lascan n'était plus chaude ni affectueuse. Elle était devenue dure. « Qui es-tu » Son visage était un masque de haine. « Que veux-tu ? Je connais ce regard. » Elle a lâché ma main. « Tu es un lemeunier. Tu as les yeux d'un lemeunier. » Quel choc ! Je suis sortie en courant de la chambre pendant qu'elle continuait à crier. L'après-midi, j'avais plein de questions, comme qu'est-ce que Madame Lascan sait sur ma famille, ou comment a-t-elle pu me reconnaître alors qu'on ne s'est jamais vu. Chapitre 16. À la seconde où je l'ai vu, j'ai compris que c'était lui. J'avais raconté à mes parents que j'avais un match de tennis avec mon équipe. Ils étaient super contents parce que je n'avais plus joué depuis l'arrestation de Brice et, pour eux, c'était signe que j'allais mieux. Papa voulait m'accompagner, mais j'ai dit que j'allais avec la mère de Benoît. C'était faux, bien sûr. Au lieu de cela, je suis allée m'installer près de l'entrée de l'Institut Jacques Duval à 9h30 avec mon sac et mes raquettes de tennis. Pratique. Loïc Lascan est arrivé à 11h30, un sac à dos sur l'épaule. Ça m'a fait un choc incroyable. Mon premier réflexe a été de penser « Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là, Brice ?» Et tout de suite après, ça ne peut pas être Brice. C'est Loïc Lascan. Même taille, même silhouette, même démarche, même casquette. Ils se ressemblaient comme 2 frères. C'est pour ça qu'on m'a dit plusieurs fois que je lui ressemblais. C'est lui qui était sur la vidéo de surveillance de l'appartement de Monsieur Lamoureux. C'est lui le meurtrier. Mais pourquoi ? Comment ? Aucune idée encore. J'étais dans un tel état de choc que j'étais incapable de me poser les questions essentielles.
Comment était-il possible que cet inconnu ressemble autant à mon frère et à moi? Et puis, pourquoi tuait-il les anciennes relations de Brice? Je ne l'ai pas suivi dans l'hôpital psychiatrique. J'avais trop peur de revoir Nicole Lascan. J'ai donc attendu. À midi, mon portable a sonné. C'était papa. Je lui ai dit que j'avais gagné mon premier match et que je ne rentrais pas déjeuner car je jouais le double à 14h. À 14h30, Loïc Lascan est sorti de l'hôpital. Sa ressemblance avec Brice m'a encore choquée. Il est allé vers la gare et je l'ai suivi sur le trottoir d'en face. Il a pris le 14h45, direction Montparnasse. Je me suis installée dans le wagon qui suivait le sien. À chaque arrêt, je regardais par la porte pour voir s'il sortait. Il est descendu à la gare de Versailles-Chantier. Il était 15h12 et je l'ai suivi. 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés à Buc. Là, Loïc Lascan a brusquement tourné à droite entre deux maisons. J'ai attendu un peu avant de tourner à droite moi aussi. Après les maisons, il y avait un petit chemin de terre qui allait vers quelques arbres. Je l'ai suivi. Et 3 minutes plus tard, j'ai vu une caravane. Je suis restée sous les arbres. Un peu plus tard, la porte de la caravane s'est ouverte et Loïc Lascan est sorti. Il a fermé la porte. Il ne m'a pas vu quand il est passé près de moi. Ensuite, je n'ai pas bougé pendant un long moment, mais il n'est pas revenu. J'ai regardé ma montre, puis la caravane. J'ai laissé mon sac de tennis sous les arbres, je suis allée vers la caravane, j'ai pris la clé et ouvert la porte. Le choc! Chapitre 17. Il y avait des photos de mon frère partout, des photos récentes et des photos des 3 dernières années. On le voyait dans le jardin, dans la rue, à Paris devant son école, à la terrasse d'un café en compagnie d'une fille, en Bretagne sur la plage, à la montagne. Il y avait aussi des photos plus anciennes. On y trouvait Brice bébé, Brice avec moi pour un anniversaire, Brice et notre chien Ripley. Loïc Lascan avait probablement volé ces photos. Sur le mur, Loïc Lascan avait noté les heures de cours de Brice, ses lieux de rendez-vous, les cafés où il retrouvait ses amis, son cinéma préféré à Paris et les horaires des lignes de train qu'il prenait. Il y avait des photos d'autres personnes aussi, des post-it par-ci, par-là, une photo récente de Juliette Binicourt. Elle était si belle! J'ai tourné la tête un peu vers la gauche et j'ai eu un choc. Un petit chien empaillé était posé sur un vieux frigo. Ripley, raide comme du bois, avec des yeux en plastique. Il avait disparu mystérieusement 1 an plus tôt. Pourquoi est-ce que Loïc Lascan avait tué notre chien? C'était trop. Je me suis mise à pleurer et j'ai décidé de quitter cette caravane au plus vite. Je me suis retournée pour sortir et j'ai eu un nouveau choc. La porte était couverte de photos de moi, des photos polaroïdes récentes. Sur l'une, je sortais de l'immeuble à Nanterre. Sur une autre, j'étais debout dans la cour de l'Institut Jacques Duval. Loïc Lascan m'espionnait donc. J'ai commencé à paniquer. Il fallait absolument que je quitte la caravane. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et j'ai reçu la lumière violente d'un flash dans les yeux. J'ai reculé et une voix m'a dit « Salut, petit frère !» Chapitre 18. Loïc Lascan a fermé la porte et a accroché ma nouvelle photo à côté des autres. De près, il avait un visage plus marqué et plus dur que celui de Brice, un nez plus grand, des sourcils plus foncés, une peau plus bronzée et une grande balafre sur la joue gauche. Son regard, par contre, était exactement le regard de Brice et de mon père. C'était incroyable. « Tu as fait vite, Martin. Tu es intelligent. C'est un grand jour, non? Notre première vraie rencontre. »« Qu'est-ce que vous me voulez ?» j'ai demandé d'une voix un peu tremblante. « Qui êtes-vous ?»« Ne me dis pas que tu n'as pas compris. C'est vous qui avez tué ces gens. » Il m'a regardé comme si je venais de dire une chose banale. « Évidemment que c'est moi, mais je te parle de notre père. » Il avait raison. J'avais compris, mais je ne voulais pas l'accepter. « Je suis ton demi-frère, Martin, » a-t-il dit. « J'espère que tu es content. Toi, Brice et moi, nous avons le même père, nous sommes des frères de sang. »« C'est pas possible, » j'ai répondu. « Pas possible? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'étais même pas né. » Cette fois, il y avait de la haine dans son regard. « Comment pourrais-tu savoir ce que ton père faisait quand il partait en conférence il y a 19 ans? Vous dites n'importe quoi, vous êtes fou. » Il m'a frappé avec une telle violence que je suis tombée en arrière. Ma tête a heurté le vieux frigo. Loïc Lascan était plus grand que moi et beaucoup plus fort. « Tais-toi, petit frère, et écoute. » Il a ouvert un tiroir et a sorti un rouleau de gros scotch marron.
Je suis née 3 mois après Brice. Notre père et ma mère s'étaient rencontrés 1 an plus tôt à Grenoble, juste avant le mariage de tes parents. C'était le grand amour. Pendant qu'il me parlait, il commençait à m'attacher les chevilles avec son gros scotch. Tu sais, maman était très belle. Jeudi dernier, tu ne l'as pas vue sous son meilleur jour. Il venait de faire au moins 10 tours très serrés avec le scotch. Il devenait de plus en plus violent. Seulement, quand elle a dit qu'elle attendait un bébé, le grand chirurgien l'a quittée. Loïc Lascan m'a retourné sur le sol de la caravane et il a attaché mes poignets. J'étais paralysée par la peur. C'est là que maman a commencé à être malade. Alors, pendant toutes ces années, Martin, quand vous alliez skier ou à la mer, dans des pays étrangers, maman et moi, on essayait de survivre. Il m'a remis sur le dos. Tu comprends, maman allait pas bien, elle avait des problèmes pour travailler. On a changé 12 fois d'appartement. J'ai changé 6 fois d'école. J'avais pas de copains, pas de copines. Je passais mes soirées à écouter mes mamans me parler de notre père. Elle le détestait autant qu'elle l'aimait, je crois. Chaque soir, elle pleurait. Et puis elle se mettait à boire. Ensuite, je devais la porter dans son lit parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Pendant ce temps-là, toi et Brice, vous étiez au domaine de Sans Souci. Chacun sa chambre, une pièce pour la télé, un jardin. Il prit un chiffon par terre. 100 fois j'ai voulu venir vous parler à tous, vous rencontrer. D'un geste rapide, il m'a mis le chiffon dans la bouche, a soulevé ma tête et en a fait plusieurs fois le tour avec le scotch. J'ai senti une nouvelle vague de panique. J'allais être sa 6e victime. Tu vois, Martin, m'a dit Lascan d'une voix presque douce, vous avez eu tout le bonheur et moi tout le malheur. C'est pas juste. Mon téléphone portable a fait un petit bip. Loïc l'a sorti de la poche de mon jean. Il a regardé l'écran. Tiens, un texto de mamie. Il l'a lu à haute voix. Quoi de neuf? Où en es-tu avec la piste Lascan? Il a souri et m'a regardé. Si on lui répondait? Il a écrit un message et m'a montré l'écran. J'ai juste vu le mot adieu. Il a ri et il l'a envoyé. Il a ouvert un nouveau tiroir et a sorti plusieurs couteaux. Des grands, des petits, certains avec encore du sang séché. Allongé par terre, les jambes et les mains attachées, la bouche fermée, je ne pouvais rien faire. J'étais entre les mains d'un malade mental qui avait déjà tué 5 personnes. Je me suis mise à pleurer. Oh, a dit Lascan, pauvre Martin, tu as peur? Faut pas, je vais te tuer. Mais je te garde pour la fin, pour le dessert. Il m'a bien regardé. C'est vrai qu'on se ressemble, mais il te manque quelque chose. Il s'est mis à genoux à côté de moi. Il a levé son couteau et l'a approché de mon visage. Il m'a fait très mal sur le côté gauche. Là, c'est mieux. Le sang coulait sur mon visage. Bon, il faut que je tue ta mère et notre père. Il a pris son Polaroid. Je te ramène des photos. Comme ça, tu verras tes parents une dernière fois avant de mourir. Et il est sorti. Chapitre 19. C'était comme si j'étais déjà mort. Je ne pouvais rien faire pour avertir mes parents. Je ne pouvais rien non plus pour sauver ma vie. Je n'arrivais même plus à pleurer. Brice était en prison, mes parents allaient mourir et moi aussi. Du temps a passé. Tout à coup, la porte de la caravane s'est ouverte brusquement. Le commissaire départ m'a regardé. « Martin, oh merde, Martin, ça va ?» Il a commencé par enlever le scotch qui était autour de ma bouche. Je pleurais. J'étais si heureux de le voir. Finalement, Départ a sorti le chiffon de ma bouche et j'ai pu crier « Il est parti tuer mes parents !» Le commissaire a coupé le scotch qui m'entourait les chevilles. « Je sais, Martin, mais il y a une voiture de police devant ta maison, ne t'en fais pas. » Il m'a aidé à me lever, puis il a regardé l'intérieur de la caravane. « Putain !» a-t-il dit en voyant les photos. 10 minutes plus tard, j'étais assis dans la voiture du commissaire et il roulait vite. « J'ai compris que ton frère était innocent. Tu sais, on a des trucs, nous les flics, des méthodes. » Et chaque fois, Brice répondait correctement à mes questions. Alors, j'ai commencé à penser que tu avais raison. Et comment vous avez compris pour Lascan? Comme toi, j'ai regardé les autres pistes. Son portable a sonné. Départ, j'écoute. Commissaire, c'est Pelletier. La voiture 412 ne répond pas. Merde. Envoyez une autre voiture. D'accord. Très bien, je serai là dans 10 minutes. Le commissaire semblait inquiet. Il m'a regardé et a dit « Ça va aller, t'en fais pas. » Il y a une chose que je ne comprends pas, j'ai dit. Quoi? Pourquoi Lascan a donné son vrai nom quand il a travaillé pour Jardin Service? Au début, il voulait qu'on accuse Brice. Mais ensuite, il a voulu dire qu'il était le tueur. Alors, il a enterré Juliette dans votre jardin et il a donné son vrai nom. Ça, c'était la signature de Lascan. Tu comprends? Alors, il a volontairement donné son nom? Oui, comme une provocation.
Nous sommes arrivés au domaine de Sans Souci. Il y avait une voiture de police, peut-être la 412. Il est sorti de la voiture et s'est approché de l'autre. Il a regardé à l'intérieur. Il a aussitôt sorti son revolver et est revenu. « Tu viens avec moi. Je ne peux pas te laisser seul. Surtout, reste derrière moi et ne dis pas un mot. » Quand nous sommes passés près de la voiture de police, j'ai juste regardé à l'intérieur. Un policier était à l'avant et il y avait du sang partout. Chapitre 20. Il n'y avait pas de lumière dans la rue. « J'aime pas ça, dit Départ. » La porte de la maison était ouverte et il n'y avait pas une seule lumière à l'intérieur. « J'aime vraiment pas ça. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé tout bas. Il a coupé l'électricité. La rue, la maison, plus rien ne marche. « Martin ?» ?»« Oui. » « Dans ma voiture, à l'avant, il y a une lampe de poche dans la boîte à gants. Va la chercher, tu veux bien ? » File. Moi, je n'aimais pas cette idée. Mais je suis ressortie, je ne suis pas passée à côté de la 412. C'était le premier mort que j'avais vu dans ma vie, et j'étais terrorisée. La lampe de poche était bien dans la boîte à gants. C'était un modèle en métal noir, long et lourd. Je ne sais pas ce qui me faisait le plus peur, être seule dans la rue ou avec le commissaire dans la maison. Surtout, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de bruit à l'intérieur. Je suis retournée vers la maison. Le commissaire n'était plus dans l'entrée. « Commissaire ?» j'ai appelé tout bas. Soudain, j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Un choc. 5 secondes plus tard, j'étais moi aussi dans la cuisine et j'ai vu avec ma lampe le commissaire qui se battait avec... ma mère ? « Merde !» a dit le commissaire. Maman avait un couteau à la main. Quand elle m'a vue, elle a lâché le couteau et s'est jetée dans mes bras en pleurant. « Et Lascan, il est où ?» a demandé le commissaire. « Il est dans la cave, avec mon mari. »« Merde !» a dit le commissaire. « J'aime vraiment pas ça. » Il s'est retourné vers moi. « Donne-moi la lampe. La cave, elle est où ? » La première porte à gauche, dans l'entrée. « Il y a une autre sortie ? » Non, a répondu maman. « Qu'est-ce qu'il a comme arme ? Un couteau, je crois, a dit maman. Bien, restez ici, j'y vais. Mais ma mère et moi, nous avons suivi le commissaire. Départ a fait exploser la porte de la cave d'un grand coup de pied et a crié « Lascan, je suis le commissaire Départ, je vais descendre, je suis armé et tu n'as aucune chance. Si tu touches monsieur le meunier, tu es un homme mort. » Et il a commencé à descendre l'escalier. Nous l'avons suivi paniqué. Notre cave est petite. La lampe de poche l'éclairait entièrement. Lascan était là, derrière mon père. Il tenait un couteau sous sa gorge. « Bouge pas ou je le tue !» a hurlé Lascan hystérique. Sa main tremblait. Le commissaire a dit très calme. « Qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a déjà 6 morts, alors un de plus ou un de moins. » Puis il y a eu une détonation. Et Lascan a lâché son couteau, son épaule gauche touchée par la balle du commissaire. C'était fini. Départ avait gagné. Mon père, ma mère et moi, nous nous sommes embrassés. Nous pleurions. Loïc pleurait aussi. On entendait les sirènes de la police. Épilogue. Ils ont libéré Brice tout de suite. On a tous beaucoup pleuré, on était heureux, mais il y avait de la gêne. C'était fini. Lascan était arrêté, mais notre vie de famille avait changé. Mon frère avait été en prison, mes parents l'avaient cru coupable et on venait d'apprendre que mon père avait un enfant avec une autre femme. Nous sommes partis 2 mois plus tard. Le domaine de Sans Souci, la maison, le jardin, nos voisins, tout ce qui était notre vie passée était devenu insupportable. Pour l'instant, Loïc Lascan est interné dans un établissement psychiatrique spécial pour criminels. Mon père lui a rendu visite plusieurs fois. Je trouve ça bien, c'est son fils après tout. Parfois, j'ai du mal à croire que cette histoire est vraiment arrivée. Mais il y a ma balafre, chaque jour dans le miroir, et mes cauchemars la nuit.